Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Useron en compagnie de Mark Griffin. Il y a beaucoup de sujets, Marc, aujourd'hui sur lesquels on va s'attarder. On va parler particulièrement des Red Sox de Boston qui vont bien. Il y en a un qui met la main à la pâte, c'est Rafael Devers qui pourrait bien être le joueur du mois dans la Ligue américaine. On présume de rien, là, mais ce serait pas impossible. Il y a aussi, tant qu'à parler des Red Sox, on va parler de Dustin Pedroia et aussi du décès de Bill Buckner en début de semaine. Les A's d'Oakland, là, Marc, je ne sais pas comment ils font, mais ils jouent très, très bien. C'est parmi une des bonnes équipes de la Ligue américaine. En date de ce lundi, 9 victoires en 10 matchs. Les Blue Jays de Toronto, Marc, on parlait des... Je sais que tu t'es attardé sur le plan de la direction de l'équipe. On va en parler. Le repêchage s'en vient, c'est dans une dizaine de jours. Et le futur stade. Est-ce qu'on a besoin d'un toit, oui ou non? On va en parler un peu. Il y a des propos de Steven Bronfman qui ont fait jaser. Quant à ce qui pourrait s'en venir si jamais un club revenait à Montréal. Bon, on va commencer, Marc, avec les Red Sox de Boston. Beaucoup de choses à dire sur la tenue des Red Sox. Ils vont bien. Oui. C'est une des bonnes équipes de la Ligue américaine après un lent départ. Ça s'est replacé plus vite que je le pensais, bien honnêtement. Apparemment, oui. Mais là, je regarde ce qui se passe et ce qui fait peur, c'est qu'à l'attaque, là, ils ont plus de profondeur que l'année passée à la même date. L'année passée, c'est une attaque, on le rappelle, le même quatuor qui a traîné l'équipe pendant toute la saison et qui a fait des Red Sox la meilleure équipe de la Ligue américaine avec un personnel de partant qui a opéré tout le long de la saison. Il faut bien le mentionner. Mais là, Rafael Devers... s'ajoute à la liste. Écoute, là, et Chavis également. Là, tu passes de 4 à 6 avec un Vasquez qui frappe mieux que l'année passée. Ouais. Donc, c'est dangereux. Et dans le cas de Devers... Je ne sais pas, Marc, si il sentait la soupe chaude un peu, parce que Chavis peut jouer au troisième but aussi. Donc, peut-être qu'un petit coup de fouette de temps en temps, ça fait pas tard. Écoute, effectivement, c'était pas un mauvais début de saison pour Devers, mais pour toutes sortes de raisons, il y en a plusieurs qui doutent ou doutaient. On parlait plus qu'on doutait de Devers en début de saison. Est-ce qu'il peut vraiment être un troisième but productif? Et Alain, son MPP, depuis le rappel de Chavis, est sur une autre planète. Alors oui... Au-dessus de 1000, là, aisément. Exact, là. Exact. Alors, ce gars-là, donc, a élevé vraiment son jeu d'un cran en termes de puissance, donc en termes, vous comprendrez, de points produits. Et moi, il me surprend. Il me surprend parce que, tu sais, c'est un bel élan, mais je trouve qu'il y a des failles dans cet élan-là. Mais il réussit quand même à faire le travail. Et tu l'as mentionné, la clé, Alain, c'est qu'on passe de 4 à 6 frappeurs, donc, qui produisent. L'an dernier, on a carburé, tu l'as dit, mais écoute, les 4 ont tellement connu des saisons remarquables. T'sais, on pense évidemment à ce que Mookie Betts a fait à J.D. Martinez. Mais là, avec un Devers qui s'implique de cette façon-là, bravo. Chavis Écoute, Chavis a aidé à plusieurs points de vue. Oui, ça a probablement motivé Devers, mais c'est venu solidifier, Alain, un rôle offensif. Tu sais, c'est venu compléter même, à la limite, un rôle offensif qui rend cette équipe-là pas mal plus préparée, je dirais, que par rapport à l'an dernier. J'ai imaginé, ils ont gagné la Série mondiale. Ouais. Alors, ça vous donne une bonne idée à quel point, l'apport que Devers fait présentement. T'sais, on parle beaucoup de son jeu en attaque. Mais défensivement aussi, certains avaient des doutes sur est-ce qu'il était capable de couvrir du terrain suffisamment. Mais force est d'admettre qu'il fait les jeux. Je sais pas si ça t'a paru à l'œil, Marc, mais il a perdu du poids. Il s'est présenté au camp d'entraînement avec quelques kilos en moins. Et son but, c'était, oui, de s'améliorer à l'attaque, mais de pouvoir contribuer en défense également au troisième but. Le fameux premier pas, le pas explosif qui va déterminer si tu es en mesure de saisir une balle à ta gauche ou à ta droite, est extrêmement important au baseball, évidemment, surtout au troisième but. On appelle ça le hot corner, la balle vient vite. Donc, vous comprenez que le premier pas devient extrêmement important. Lui-même le disait, il se trouvait lent à se déplacer. D'où, évidemment, la perte de poids, d'où, évidemment, un rendement supérieur sur des balles frappées. Donc, même si, souvent un lanceur, Alain, ils ne le diront pas, là. Mais tu regardes ton avant-champ derrière, tu dis, OK, j'espère qu'ils vont la frapper plus à l'arrêt court qu'au troisième. C'est comme ça, c'est de nature. Mais là, je suis convaincu que présentement, on regarde et on se dit, OK, la balle va être saisie, je lance la balle. C'est comme ça que ça se passe. Alors, bravo à Devers, bravo présentement pour avoir, cette deuxième saison dans le baseball majeur, la gang de la deuxième saison, souvent qui vient hanter les joueurs parce que là, on vous connaît puis on sait vos défauts. Bien, bravo, il a su, pour l'instant, en tout cas, passer par-dessus ça. Ouais. Et non seulement passer par-dessus ça, mais s'imposer comme parmi... disons, le cœur de la formation des Red Sox de Boston. Bon, tout ça arrive à un bon moment, Marc. L'arrivée de Chavis, l'éclosion de Devers, parce qu'on a appris ce lundi, début de semaine,
Dustin Pedroia, bon, dans sa réhabilitation, écoute, on l'a mis sur la liste des joueurs blessés pour 60 jours. Ça veut dire, Marc, que c'est pas avant le mois de juin, dans le meilleur des cas, mais on parle même plus du mois de juin. Il y a une conférence de presse ce lundi, et même Pedroia a admis que c'est possible qu'il ait joué son dernier match avec les Red Sox de Boston. Moi, j'y crois, Alain. Oui? Oui, j'y crois parce que... Et puis, ça me fait de la peine parce que je suis un grand fan, un grand partisan. Il n'y a jamais eu de demi-mesure avec Dustin Pedroia. Voilà. Le danger avec le style de jeu, Alain, c'est que à un moment donné, ça va te rattraper. C'est pas comme un lanceur qui lance des balles à 95 000 à l'heure. Il perd un peu de vélocité, devient un lanceur de finesse. Il y a plusieurs cas qu'on pourrait nommer. Mais à l'attaque, de la façon dont Pedroia se comportait sur un terrain, tu peux pas devenir un joueur de finesse puis d'avoir un rendement comme il l'avait. Parce que c'était pas le plus rapide, mais il se donnait tellement à 100 C'était pas les gars qui avaient les meilleures mains, mais il se donnait tellement à 100 pour couvrir à la droite, à sa gauche, couvrir du terrain. Mais là, si t'es pas capable de le faire en raison des problèmes de santé, bien, tu comprendras que, ce que Michael Chavis est en train de faire, c'est qu'il est en train carrément de confirmer cette nouvelle-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin nécessairement d'un Pedroia. Et même un Pedroia à 100 en ce moment, ça serait plus difficile. Encore une fois, là, je trouve ça bien plate de dire ça, mais compte tenu de ce que je vois dans le sport, dans le baseball professionnel actuellement, dans le baseball majeur, même si c'est une figure populaire, je pense pas qu'il va réussir à jouer au niveau qu'il était capable, Alain. Et ça, même lui, probablement, se dit... Je pourrais pas aller sur un terrain de base si je joue à moitié, là. Et je me rappelle l'avoir entendu dire que je peux pas jouer autrement parce que sans ça, je serais pas dans le baseball majeur. Exact. C'est exactement ce que je dis. Il y a un style, là, c'est le style du gars là, qui fonce dans le tas, qui a pas peur de rien. Mais c'est ça qui l'a rendu là. Là, si t'es plus capable de foncer dans le tas parce que ton corps te le permet pas, tu peux plus t'ajuster. Puis je pense que l'exemple d'un lanceur de balle rapide qui devient un lanceur de finesse qui s'ajuste est bon parce que lui, il peut pas arriver et dire, OK, bien maintenant, là, je vais utiliser juste ma rapidité pour déposer des amortis surprises. Il peut pas faire ça. Ou je vais devenir un frappeur de puissance. Il peut pas faire ça. Il fait ce qu'il faisait bien, c'est-à-dire de ce qu'on appelle dans le jargon du sport un hard-nosed player, un gars là, qui se mettait le nez partout, justement, qui se donnait son 100 Si tu n'es pas capable de le faire, Alain, tu perds ton efficacité carrément. C'est très, très, très dommage parce que c'était, pour moi, un exemple. Pas très gros physiquement, mais il y a un cœur qui était plus gros que le Fenway Park et qui... un vrai leader. Un vrai leader qui leadait aussi par sa manière de jouer. N'avait pas peur de se salir, n'avait pas peur de rentrer dans un mur, n'avait pas peur de rien, de se faire atteindre. Tu sais, c'était un gars qui avait... Mais ça te rattrape malheureusement. Puis dans ce cas-ci, c'est une fin de carrière qui est malheureuse. Parce que, comme j'ai dit, j'étais un grand, grand fan. Je ne sais pas d'où ça vient, Marc, mais il y a un joueur, je me rappelle, qui avait dit à certains joueurs, certains hommes qui donnent leur corps à la science, lui l'a donné au baseball. Et il l'a donné au baseball. Écoute, mais chapeau, je pense qu'il peut vraiment, même si ça se terminait là, il peut lever sa casquette en disant, regardez, mission accomplie pour toute une carrière. Il a tout fait ce qu'il avait à faire, série mondiale, recrue de l'année, bref, joueur étoile, joueur par excellence, etc. On va demeurer une nouvelle triste du côté des Red Sox de Boston. C'est Bill Buckner qui est malheureusement identifié aux Red Sox de Boston. Et je dis malheureusement, Marc, parce que ce qui est arrivé en 86, la balle qu'il a échappée entre les jambes, ça jette de l'ombre sur ce qui a été une très solide carrière d'un joueur qui a joué une quinzaine d'années dans le baseball professionnel, dans le baseball majeur, était arrivé avec les Dodgers, qui avaient un surplus de joueurs. On l'a échangé, avec les Cubs de Chicago, champion frappeur. Et écoute, ce qui est arrivé en Série mondiale, c'est dommage à dire, c'est pas lui qui devait être au premier but. Ceux qui ont lu un peu sur le sujet, c'est pas lui qui aurait dû être là. Il y avait eu une bonne saison offensive, mais ses chevilles étaient finies, ce qui fait en sorte qu'il était plus capable de bouger. Ses genoux, éventuellement, ont cédé. Écoute, Alain, c'est 102 points produits en 86. Et une anecdote intéressante, c'est qu'il dit, écoutez, j'ai une demande, moi, à l'étranger, quand on va dans les hôtels. On dit, c'est quoi? C'est juste d'être le plus proche possible de la machine à glace. Parce qu'il voulait mettre de la glace sur ses chevilles. Le gars, écoute, je dis pas qu'il avait de la misère à marcher, mais il avait des bottes spéciales. Mais presque. Donc, ça, tu sais, est-ce que ça excuse le roulant? Peu importe. Mais c'est malheureux. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que lorsqu'il est retourné en 2008 au Fenway Park, il a reçu une ovation monstre de la part, évidemment, des partisans des Ça l'avait Red touché Sox. beaucoup.
Puis, tu sais, je veux dire, c'est un gars, tu sais, qui a malheureusement vécu avec ce fameux roulant entre les jambes tellement longtemps. Est-ce qu'on a vu cette image-là combien de fois dans... Tu sais, t'es même pas un fan de baseball, je pense que tu as vu cette image-là à quelques reprises. Alors, il a dû subir ça. Ça n'a pas dû être facile. Il a dû déménager, hein? Oui, absolument. Déménager du Massachusetts en Idaho. Idaho, là, vous regarderez où c'est, là, puis... Pour qu'Éric Gagné ait des menaces de mort, rappelez-vous, lorsqu'il avait été échangé aux Red Sox, puis ça n'avait pas tellement bien été. Ils ont gagné quand même. Même sur la Série mondiale, vous imaginez ce qu'un gars comme Buckner a pu subir. C'était un frappeur de contact, Marc, et petite anecdote, tu te rappelles... Je ne sais pas si tu es assez vieux pour te rappeler de ce match-là qui était télévisé, des 18 retraits sur des prises de Bill Gullickson contre les Cubs de Chicago. Oui, absolument. Il y a un joueur qui n'a pas été retiré sur des prises dans ce match-là. C'est Bill Buckner. Ouais. Bill Buckner qui était capable de... C'était un joueur de contact, pas un mauvais voltigeur, qui a fini sa carrière comme joueur de premier but. Je ne me trompe pas, c'est autour de 2700 coups sûrs. C'est quand même une longue carrière productive de la part d'un joueur qui n'était pas le plus grand non plus, qui n'était pas le plus gros, mais qui a réussi à trouver sa place. Champion frappeur dans la Ligue nationale, donc qui est décédé à l'âge de 69 ans. Trop jeune. C'est une carrière qui a été fort solide, Marc. Je la compare un petit peu à celle de Al Oliver. Peut-être passé sous le radar un peu, mais un joueur fort solide partout où il est passé. Fort solide, très apprécié de ses coéquipiers partout où il est passé. Ouais. Un gars d'organisation. Tu sais, un gars qui a laissé sa marque, et pour les bonnes raisons. Oui. Marc, il y a une équipe, là, je ne fais pas exprès de parler des Aces d'Oakland, là, mais je pense oui, tu fais exprès. Ben, écoute, moi, je suis étonné de ce qui se passe actuellement avec les Aces compte tenu de leur début de saison. Ça avait mal commencé. Ça avait mal commencé au Japon contre les Mariners de Seattle. Et là, ce lundi, ils en ont gagné 6 de suite, 9 sur 10. Et on est dans la lutte pour une place dans les séries. 3 matchs au-dessus de 500. Je m'y attendais honnêtement pas de la part des Aces d'Oakland. On s'est trouvé un as, Frankie Montas. Oui. On a 3 partants. Le reste, écoute, il y a un bon différentiel qui n'est pas mauvais. Oui, Par contre, je regardais, statistiquement, là, au cours des 45 premiers matchs là, et plus, on est à peu près dans la moitié au niveau de la moyenne de points mérités des lanceurs. On est à peu près dans la moitié au niveau des points marqués. Même en défense, on se met... Tu sais, on ne domine pas nulle part, Alain, mais tu regardes un différentiel qui est positif. Moi, je trouve que ce sont, en fait, l'ADN des A's, c'est-à-dire, on joue en équipe. Bien, je vais te poser une question. Il y a eu un absent de marque en début de saison. On n'avait pas de production au premier but. Kendrys Morales, l'expérience n'a pas été très concluante. Non. C'est Matt Olson dont je veux parler. Depuis qu'il est de retour, on a beau parler, c'est un joueur de premier but. C'est pas un joueur d'arrêt-court, ni de troisième but. Mais les deux Matt, c'est peut-être les deux meilleurs premier, troisième buts défensifs du baseball majeur. Et si on combine l'âge et la puissance, c'est peut-être même un des meilleurs duos des deux coins de l'avant-champ. Est-ce que son absence peut avoir eu un tel impact chez les Aces en début de saison? Écoute, il n'y a pas d'hasard, là. Je veux dire, il est revenu, on s'est mis à gagner. C'est même mieux joué. Oui, à mieux jouer. Alors, il n'y a pas d'hasard. Puis, tu sais, je rappelais tantôt que c'était un lanceur, puis tu regardes à droite, puis tu regardes à gauche, puis, tu sais, mais là, en ce moment, avant, lorsque c'était Kendrys Morales, tu dis, écoute, est-ce que je vais vraiment donner un roulant? Ça va jusque-là, Alain. Je peux te le confirmer. Là, dans ce cas-ci, on doit se dire, écoute, Donc, tu sais, je vous dis pas que c'est carrément la raison, mais il n'y a pas d'hasard. Et je pense que ça a solidifié non seulement la défense, ça a solidifié évidemment le côté attaque, parce que Morales ne produit absolument pas. Puis, tu sais, ces succès-là, ça déteint sur les autres. À un moment donné, vous savez comment c'est le sport professionnel, surtout le baseball, qui est un sport d'équipe extrêmement individuel. Vous comprenez, le gars est tout seul au bâton. Mais tu veux pas être celui qui échoue, tu veux pas être celui qui va faire, qui va permettre que cette séquence-là va se terminer. On dirait que les A's, ça a pris tout ça ensemble. Tant mieux. Mais comme je dis, je trouve ça bien de voir ce succès-là des A's sans une domination totale au monticule ou en attaque ou même en défense. Ça va mieux, mais on peut pas dire là, qu'on a marqué là, 58 points dans les 3 derniers matchs. Alors, je trouve que c'est le fun de voir ça. C'est signe que c'est probablement là pour rester, là, ce succès-là. Oui, on a fait quelques changements. À ton plus grand bonheur, d'ailleurs. Oui, ça va m'en prendre plus pour me convaincre, là, mais au moins, on s'est débarrassé de Fernando Rodney. Ça, je pense, c'est une bonne nouvelle là, chez les A's d'Oakland. Là. D'ailleurs, son retour m'avait fort surpris. D'ailleurs, je pense pas qu'on
va le revoir malgré qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des équipes qui ont de la difficulté en relève, je peux te Non, mais dire. ça, c'est... Il y a peut-être un SOS qui va se lancer. On verra. Marc, les Blue Jays de Toronto, maintenant, un pas de plus vers la jeunesse en fin de semaine. Le jeune BGO qui est arrivé, qui a créé une très bonne première impression contre les Padres de San Diego au cours de la fin de semaine. Et là, les choses semblent se préciser un peu. Et là, je veux dire un peu de la façon dont l'alignement se dessine. Au troisième but, ça semble être Guerrero. Derrière le marque, Jansen. À l'arrêt-court, probablement Bichette qui va se retrouver là. Il serait peut-être déjà là si ça n'avait pas été de sa blessure de début de saison. Au deuxième but, qu'est-ce qu'on va faire avec BGO? Est-ce que ce sera Marwin Gonzalez ou on va lui confier le poste de deuxième but? Comme voltigeur, là, qu'est-ce qu'on va faire avec Gurriel? On l'a mis au champ gauche au cours du dernier week-end. Il s'en va là. Bon. Et Grichuk a un contrat à long terme. C'est le seul à qui on a accordé un contrat à long terme. Et Thalès, j'ai comme l'impression, moi, que c'est au premier but comme frappeur désigné et que son poste est déjà là. Donc, écoute, tu as 6 ou 7 postes déjà d'accordés à des jeunes pour les années futures. Est-ce que dans ta tête, c'est de cette façon que ça se dessine pour les Blue Jays de Toronto? Sans aucun doute. Pas en début de saison, pas, je vous dirais... Moi, je pensais qu'on allait faire une transition, qu'on a gardé quelques vétérans ici et là. On a décidé, évidemment, de faire le ménage, de toute évidence. D'ailleurs, Justin Smoke ne terminera pas l'année à Toronto. C'est la question que j'allais te poser. Non, il ne terminera pas la saison à Toronto. Puis je pense que dans le plan, en tout cas, si on suit une certaine logique de ça, donc Smoke ne sera plus là. Moi, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Parce que, vous savez, lorsque tu es en reconstruction, là, ça peut prendre du temps. Puis là, il faut que tu vendes ça à tes partisans. Puis déjà, c'est pas facile présentement parce que pas nécessairement de grands résultats. Mais lorsqu'on va réaliser, bon, le talent de tu sais, Jansen, il n'est pas mauvais du tout, là. Puis je pense que c'est un excellent receveur, mais bon, on ne gagne pas nécessairement. Bichette s'en vient. Bijo est arrivé. Moi, je pense qu'on va donner le poste à Bijo au deuxième but. Mais tu sais, tu as un Gurriel qui peut jouer au champ gauche, mais qui peut jouer aussi à l'avant-champ. Donc, tu commences à avoir des joueurs polyvalents. D'ailleurs, Bijo peut également jouer un peu partout. Enfin, je vous dirais là, qu'on voit... Même, encore une fois, là, je me répète, là, mais je ne suis pas le plus grand partisan de la nouvelle administration. Je vais encore l'appeler la nouvelle. Shapiro. Exact. Mais là, au moins, si tu y vas avec les vrais jeunes, bon, tu as parlé des Guerrero, tu as parlé des Bijo, des Bichette, des Jansen, bien là, grandissons ensemble, faisons quelque chose de bien fun avec ça, puis on va pouvoir les entourer tantôt. Peut-être un Marcus Stroman. Je pense qu'il va falloir que tu gardes quand même un partant numéro 1, tout ça, mais... Là, de mettre en place un scénario qui va entourer ces jeunes-là. Parce que moi, je pense vraiment que même si tu vas dans un vent jeunesse, Alain, tu vas avoir besoin d'un ou deux vétérans qui vont les guider, qui vont accepter de jouer ce rôle-là. Bon, tu as parlé de Smoke. Selon toi, il finira pas l'année. Mais là, à moins qu'on ait vraiment rien en retour, parce que Justin Smoke est extrêmement respecté. Là, je parle de vétérans. Peut-être qu'un Smoke va dire, écoute, un instant, es-tu prêt à jouer ce rôle-là? Parce que... Puis on va donner un salaire X, Y, Z. Mais si jamais on a quelque chose d'intéressant pour Justin Smoke... un contrat de 3 ans, par exemple, pas davantage. Non, exact. Tu as parlé de Stroman. Stroman et Sanchez. On fait quoi avec ces deux gars-là? On a besoin de bras. Actuellement, malheureusement, il y a quelques jeunes qui sont sur la liste des joueurs blessés, Boroki et Reed Foley. Ils seraient dans la rotation des partants. Moi, j'aime ce que j'ai vu de l'étoffe de Pannone. Je pense qu'il a l'étoffe d'un partant. On verra ce que ça va donner éventuellement. Clayton Richard, on sait qu'il est là, lui, de façon temporaire. Là. Stroman et Sanchez, est-ce qu'ils font partie de ce groupe-là ou encore... on va s'en servir comme monnaie d'échange? Parce que là, la décision, il faut qu'elle se prenne cette année, Marc. J'ai comme l'impression que c'est pas l'année prochaine. Mais là, Sanchez, là, encore son départ lundi, là, blessure à un doigt. En tout cas, je ne sais pas si ça va être arrivé. Mais tu sais, lui perd de la valeur présentement. Oui. Fait que je ne sais pas la valeur que Sanchez a vraiment sur le marché. S'il n'y en a pas, garde-le. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Mais tu sais, on s'était parlé il y a quelques mois, puis je disais, les Blue Jays sont en transition. On s'était trompé. Ils sont en reconstruction totale. Est-ce qu'on veut garder un Stroman qui prend beaucoup de place dans un vestiaire? Est-ce que c'est un gars de même qu'on veut? Tu sais, moi, je l'aime Stroman par son caractère. Je sais que c'est arrogant, il y a des gens qui aiment moins ça, parle beaucoup.
Même des Buck Piquet-Souban, hein? Mais, Je pense qu'il y a un parallèle à faire entre les deux. Mais personnellement, moi, je n'aille pas ça. J'aille pas ça un gars qui a... Tu veux quelqu'un qui a le goût d'être là quand ça compte. Qui a le goût d'être là, qui est capable d'en prendre, qui peut parler, qui peut dire les vraies choses des fois. Parce que vous savez, les joueurs, des fois, là, c'est pas ça qu'il y en a un qui dise les vraies affaires. C'est un rôle qui leur vient pas là, de parler devant le monde, devant les médias. Fait que moi, je pense que Strowman est très respecté. Les gens, pensez pas là, qu'il y a peut-être un peu de jalousie là, à gauche, à droite, parce que quand on parle beaucoup, il y a 25 joueurs. Mais moi, personnellement, je le garderais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Bon, c'est encore une fois, est-ce qu'on est prêt à donner la lune pour Marcus Strowman pour dire, hey, on va le chercher? Bon, par exemple, je sais pas, moi, un voltigeur de centre, parce qu'on va mettre Grichuk au champ droit, un autre voltigeur de centre, un autre bras, deux jeunes bras qui s'en viennent. Tu sais, il va falloir analyser ça. Personnellement, moi, je le garderais. Il y a 3 gars dont je veux te parler, dont le statut devient plus précaire par rapport à ce qu'on vient de dire. Billy McKinney, Brendan Drury, c'en est un autre, et Teoscar Hernandez. Là, ces 3 gars-là n'ont pas grand temps pour faire leur place. On a parlé de voltigeurs. Il y en a 2 qui sont assurés ou presque d'un emploi. Bon, Grichuk en est un, dépendant si on va mettre BGO ou Gurriel comme voltigeur. Hernandez, il faut qu'il frappe. Parce qu'en défense, ce ne sera jamais un gandard. Ouais. Billy McKinney, c'est pas mal la même affaire. Dans le cas de Drury, son avantage, c'est sa polyvalence. Ben voilà. Bien, c'est un gros avantage. Est-ce que c'est lui qui a l'influence sur les 2 autres? Oui, parce que lui peut, non seulement un statut d'un gars qui est là depuis une couple d'années. Oui, d'expérience. Donc, capable de jouer à différentes positions, donner un petit congé à Vlad. Tu as un bon 3e but. Vlad peut agir comme frappeur de choix de temps en temps. À la limite, Drury peut jouer au premier but. Il l'a fait. Tu comprends? C'est un gars qui peut se promener sur le terrain. On ne peut pas dire la même chose d'un Teoscar, par exemple. Donc, tu sais, tu n'as jamais trop de bons joueurs dans l'organisation, mais il y en a qui doivent produire. Ouais. C'est comme ça, c'est malheureux. Tu dois produire maintenant si tu veux avoir ton emploi dans la semaine prochaine. Là. Pas l'année prochaine, la semaine prochaine. C'est le cas de McKinney. C'est des gars qui vivent comme ça présentement. Alors, vivent par leur rendement sur le terrain immédiat. Ça prend un rendement immédiat. Parce que, ça leur donne de la valeur aux Blue Jays, mais ça donne de la valeur sur le marché des transactions pour que ça aide non seulement un gars comme McKinney qui se retrouve dans une situation peut-être plus favorable pour lui et que ça favorise aussi les Blue Jays qui vont chercher un joueur en retour. Donc, ces gars-là ont tout à gagner de bien jouer. Ça sera aux Jays de jouer les cartes par la suite. Exactement. Marc, maintenant, je veux qu'on parle du repêchage qui s'en vient dans 2 semaines à peu près, dans une dizaine de jours, là. On va s'y attarder la semaine prochaine aussi, mais le premier volet, je veux qu'on parle un petit peu de certains aspects de ce repêchage-là. C'est très différent des autres sports. On va faire un petit cours de repêchage 2.0 au baseball. Ce qui complique la tâche, Marc, c'est que tu peux repêcher un gars à 17 ans ou à 22 ans. Exact. Bon, tu peux le repêcher à partir de l'école secondaire ou encore après sa dernière année universitaire. Donc, sa 3e année universitaire. Oui, ou 4e. Ou 4e, oui. Effectivement. Dépendant quelle institution, s'il va dans ce qu'on appelle les junior college, bien là, à ce moment-là, tu peux, dès la première année, comme Bryce Harper, par exemple, c'était le cas, tu peux le repêcher. Ceci étant, le baseball, en raison de tout ça, se complique. Tu peux repêcher des gars qui sont aux États-Unis, au Canada, Porto Rico, et par la suite, tu vas avoir l'embauche des joueurs internationaux. Ça aussi, on aura l'occasion d'en parler éventuellement. Contrairement au basketball et au football, c'est assez rare qu'un joueur, tu vas l'intégrer tout de suite dans l'alignement en ayant un impact immédiat. Au hockey, la plupart des joueurs repêchés ont 18 ans, sauf exception. Certains joueurs européens là, qui sont un peu plus âgés ou certains joueurs de 19 ans, mais pas beaucoup. Là, au baseball, là, écoute, là, c'est très, très large à partir du moment où tu peux repêcher le panier dans lequel tu peux choisir. Tu as fait partie de ce processus-là. Là, on est au moment où ce sont les réunions. Les 2 semaines qui précèdent, là, c'est les réunions. Et ceux qui, dans le fond, qui ont le plus de travail, ce sont, je vais utiliser le terme anglais, les cross-checkers, c'est-à-dire ceux qui vérifient les rapports des dépisteurs. Ouais. Ben, et puis là, c'est pas facile, Alain, parce que, premièrement, l'information aujourd'hui circule très rapidement. C'est très rare qu'on va aller chercher la perle rare dans une université que personne connaît, dans le nord-est, nord-ouest. Ouais. Donc, ça, c'est un peu plus difficile. Maintenant, il y a des philosophies d'organisation. C'est-à-dire, bon, on repêche qui? Est-ce qu'on repêche, par exemple, on a besoin de bras, on a besoin de lanceurs? Est-ce qu'on a besoin, ou on repêche le meilleur joueur disponible? Est-ce qu'on repêche... Alors, tu sais, il y a des philosophies qui sont très, très différentes.
Puis il y a souvent des surprises dans ces repêchages-là. Parce que, bon, il y a la fameuse liste là, de 1 à 150 ou 1 à 100. Bon. Diffusée par Major League Baseball, Exactement, Baseball America, que tout le monde. Bon. Donc, il n'y a pas beaucoup de surprises à ce niveau-là. Et il y a de moins en moins de joueurs autonomes. Par exemple, moi, j'étais un joueur autonome parce qu'à l'époque, au Canada, on n'était pas admissible au repêchage. Si tu avais joué aux États-Unis, ça aurait été une autre histoire. Exactement. Mais en étant Mais par la suite, en 1991, si je ne m'abuse, c'est là qu'on a commencé à repêcher aussi les joueurs canadiens. Donc, c'est plus de travail, c'est pas facile. Bon, là maintenant, chaque organisation dit, bien, nous, on ne repêche pas un lanceur qui lance en bas de 92 000 $. C'est rendu comme ça, là. Oh, oui. Ou on ne repêche pas des gars en bas de 6 pieds. C'est encore malheureux. Je trouve ça épouvantable qu'en 2019, on pense ainsi, mais c'est encore comme ça. Ça existe encore. Ça existe encore de dire, OK, on va faire un camp d'essai dans une région donnée, mais si vous n'avez pas 6 pieds, présentez-vous pas. Ça veut dire que Mookie Betts ne peut pas se présenter. Ça veut dire... Non, mais tu ris, là, mais c'est ça pareil. Ça veut dire qu'Alex Bregman ne peut pas se présenter, qu'Ozzy Altuve ne peut pas se présenter, puis on pourra en nommer, évidemment, plusieurs. Ou si tu ne lances pas 92 000 $, présente-toi pas. Ça veut dire que Zach Davis ne peut pas se présenter, Carl Hendricks ne peut pas se présenter. Puis on pourrait aller à Greg Maddox à l'époque. Tu Mark comprends? Burley. Mark Burley. Donc, mais il y a encore des organisations qui pensent comme ça. Il faut aller chercher le troisième but de 6 pieds 3, 215 livres, qui court le 60 verges en 6-5, mais il n'y en a pas une tonne comme ça. Alors, c'est là que tu vas aller essayer de dénicher de l'athlète rare, le Mike Trout dans le nord-est américain, le Derek Jeter dans le nord-est américain, qui n'est pas un premier choix overall, qui est parmi les bons, mais que, bon... Alors, c'est pas une science exacte, mon cher ami. D'ailleurs, il n'y a pas une tonne de choix de première ronde qui sont au temple de la renommée. Il y a Ken Griffey Jr. là, qui me vient à l'esprit, là, mais il n'y en a pas. Chipper Jones. Chipper Jones, maintenant, tout récemment. Chipper Jones, oui. Mais ce que je veux dire, c'est Alex Rodriguez, il serait nonobstant bon. Ce n'est pas une science exacte. Parlez-en aux Astros. On parle des Astros se sont bâtis. Oui. On a échappé qu'une coupe aussi. Mark Appel. Mark Appel, oui, puis il y avait eu un autre. En tout cas, peu importe. Alors, c'est pas facile. Je sais qu'un gars comme Alex Agostino, présentement, travaille très fort pour vérifier justement de l'information chez les Phillies. Mais là, la prochaine question que je te demande, Alain, c'est que tu repêches au 5e rang. Puis là, tu as 1, 2, 3, 4. Toi, tu veux absolument un lanceur, puis les 4 premiers, c'est des lanceurs, puis qui sont effectivement repêchés. Là, tu repêches 5e, puis il y a un voltigeur qui court comme le vent, mais tu n'en as pas besoin. Est-ce que tu le prends? Écoute, moi, Marc... Tu n'en as pas besoin, façon de parler. Mais peu importe, sauf au football et au basketball, pour les raisons que j'ai énoncées tantôt, je pense qu'au baseball et au hockey, il y a un parallèle à faire, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ces joueurs-là vont être prêts pour le baseball professionnel, sauf quelques rares exceptions qui ont fait le saut directement. Oui, très rare. Mais à moins que les 4 premiers soient des lanceurs issus des écoles secondaires. Ah, bien là, c'est pas pareil. Là, bon, peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, bon, l'année prochaine, ça se peut qu'ils montent. Parce que là, on commence en 2019, là, on commence à voir des choix de 2017 monter déjà. Là. Juste pour terminer, je pense que globalement, moi, ce serait ma philosophie, repêcher le meilleur joueur disponible, peu importe la position. Tu as raison. Ce que je veux ajouter à ça, Alain, c'est quelle est la différence entre repêcher un joueur issus des écoles secondaires, puis ici, issus des universités américaines. La différence, c'est que tu repêches un joueur à 17 ans, parce qu'il peut avoir 17 ans. Écoute, Benjamin Pelletier avait 16 ans lorsqu'il a été repêché, parce qu'il est issu au Québec. Il avait encore 16 ans lorsqu'il a été repêché, lorsqu'il était en secondaire 5. Ce que je veux dire par là, c'est que tu t'assures pratiquement de jouer au moins 5 ans dans la Ligue mineure. Alors, tu commences vraiment dans le A recru, ce qui n'est pas facile, je peux te le dire. A recru, A moyen, A fort, 2A. Tu comprends? C'est que... Benjamin Pelletier a joué 2 saisons dans les ligues qui commencent au mois de juin. On appelle ça Extended Spring, exactement. Bon. Tandis que si tu repêches un gars d'université, 3e année universitaire, lui, il peut venir t'aider dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans maximum. Alors, encore une fois, tu es où dans ton processus de développement ou qu'est-ce que tu recherches? Je pense aux Braves d'Atlanta. Là. Écoute, ils ont des bons joueurs présentement. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils ont tellement de bons jeunes qui s'en viennent, qui sont prêts d'ici 1 an ou 2. Mais alors, les autres pourraient probablement se permettre de repêcher plus de joueurs du secondaire parce que là, ils ont du temps à développer. Ceci étant dit, c'est plus difficile. Bien, non. Je pense que statistiquement, là, ça se rapproche, mais c'est quand même difficile de repêcher des joueurs issus des écoles secondaires, Alain, parce que là, il faut que tu prévois comment ils vont être dans 5 et 6 ans.
c'est pas facile. Il y a moins de joueurs repêchés au niveau du secondaire dans les dernières années. Je parle des 4-5 dernières années qu'il y a peut-être une quinzaine d'années où là, on n'avait pas peur parce qu'on savait qu'on allait développer. Mais il y a du découragement qui se fait. On prévoyait de telles choses, ça ne s'est pas produit. Tandis qu'un gars qui a joué 3 ans dans un programme universitaire renommé, où l'enseignement est encore meilleur qu'il y a 10 ans, bien là, tu peux amener ce gars-là et dire, écoute, lui, il va être dans le baseball majeur dans 1 an et demi. Puis ça fait une grande différence dans le choix que tu as à faire. Oui. Dernier sujet, Marc, rapidement. Steven Brofman a fait jaser cette semaine en déclarant pas déclaré, mais c'est sorti comme quoi qu'il serait favorable à un stade qui serait pas couvert. Dans le fond, là, à Montréal, là, ça a suscité beaucoup de réactions. Écoute, on est à Montréal, on le sait, c'est la ville qui serait le plus au nord, ça inclut Toronto. Peut-être le seul parallèle, ce serait avec Minneapolis, où les Twins jouent sans toit. Écoute, la réaction n'a pas été très positive vis-à-vis ce qui pourrait s'en venir. Là. Moi, je comprends les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vis au Québec, je le comprends. Là. Je comprends tout de suite l'aspect du toit. Là. Moi aussi... Tu as passé ta jeunesse à Québec, en plus, qui est encore plus au nord. Mon premier réflexe, ce serait de dire ça nous prend un toit. Bon, pour toutes les raisons du monde. Un, il fait froid en avril et mai, pas juste en avril. Évidemment, on a couvert des séries mondiales au mois de novembre, Alain. New York et Boston, c'était pas chaud. Bon. Alors, ça, c'est pas facile. Deuxièmement, on va se rappeler les 17 programmes doubles que les Expos ont joué en fin septembre qui leur a coûté certains championnats. Fait que, oui, tout ça rentre en ligne de compte, je suis tout à fait d'accord. L'autre aspect de l'autre côté, je suis pas un grand fan des stades à toit rétractable actuels. Moi, écoute, le Safeco Field, même à Houston, même à Milwaukee, c'est beau, c'est bien. Mais lorsque c'est ouvert, t'as pas le feeling que tu es vraiment à l'extérieur. Tu comprends? C'est pas comme, par exemple, quand on va à Kansas City, ou tu vas justement à Boston, ou tu vas à New York, ou ces endroits. Puis, tu sais, le baseball, c'est vrai que le baseball, c'est un sport d'été, puis c'est plein partout aux États-Unis, en juin, en juillet, au mois d'août. Regardez les assistances du mois d'avril puis du mois de mai, que ce soit à New York, Boston ou Minneapolis, c'est pas très élevé. Ça dit une chose aussi, Alain, c'est que la vente de billets, qui était ta source de revenus numéro 1 en 2004, lors du départ des Expos. Bon, je dis pas que c'est pas important de ne pas avoir de monde dans les estrades, mais c'est plus ça qui est ta source de revenus. Alors, on parle d'un stade de 30 000 places. Oui. Ça, avec quoi je suis d'accord. Oui, absolument. Alors, est-ce que... Et là, à cette heure, maintenant, il faut compter, calculer, en fait, combien de matchs, avril, mi-mai, en tout cas, les 45 premiers jours de la saison, puis au mois de novembre, combien sur les 81 matchs à domicile on va se retrouver dans une situation de défi de température. Puis, bon, c'est là que ça va se passer. Écoute, comme je te dis, mon premier réflexe, c'est de dire qu'en 2020, je peux pas m'imaginer qu'on n'est pas capable d'avoir une structure. Je parle pas d'une structure qui retient la neige, là. Je parle d'une structure qui peut retenir la pluie. Mais qui ne donne pas justement une énorme structure à ce stade-là qui fait que c'est immense et non chaleureux. Je veux qu'on reste dans le simple, dans quelque chose de simple. Mais je vais dire une chose, dernier élément là-dessus, c'est que si notre débat est sur le choix du toit ou non, une fois, par exemple, que la franchise pourrait être officiellement accordée, ce sera le moindre de nos soucis. Bien, il me semble que ça ne sera pas un débat si important. Mon petit doigt me dit que des chances qu'on s'en parle à un moment donné. Ah, je pense aussi. Bon. Écoute, Marc, nous, on va se donner rendez-vous ce mercredi. C'est un excellent duel. 2 des meilleures équipes, en fait, du baseball. Les Cubs de Chicago contre les Astros de Houston. C'est à 20h qu'on vous présente ce match à RDS. Et les lanceurs partants, ils ont la réputation de travailler assez rapidement. C'est Wade Miley pour les Astros de Houston contre le droitier Kyle Hendricks. 2 joueurs qui, nous autres, défonceront pas le radar avec leur balle rapide, mais qui devraient, comme on l'a mentionné, donner beaucoup de rythme à ce duel entre 2 des meilleures formations, comme on le mentionnait, de leurs ligues respectives. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Compte complet. D'ici là, portez-vous bien.